Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Dans cet épisode de spécial, on a le bonheur de recevoir les deux réalisatrices du documentaire Je vous salue salope. Le documentaire Jean-François qui nous a vraiment rentré dedans. Oui, de façon positive, si on veut. Fait que, pris connaissance d'un pan de l'ère numérique qu'on ignorait, mais qu'on n'avait pas été témoin, disons. On avait connaissance, là. Nous, on participe pas à ça, la misogynie dans les commentaires et tout. Non, puis je suis pas du type non plus, tu sais, aller voir des publications, parce que je sais que ça circule, ce genre de trucs-là, mais tu sais, je vais jamais lire les 1000 commentaires, souvent des nouvelles controversées, là, puis c'est souvent dans ce cadre-là que les gens se défoulent pas mal. Ouais. Fait que bref, c'était un réel plaisir de parler avec Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois, qu'on aurait pu jaser plus longtemps encore, mais vraiment. On avait un certain temps à louer en leur compagnie. Le documentaire Je vous salue salope est sous-titré La misogynie à l'ère numérique, est à l'affiche depuis le vendredi 9 septembre. On vous encourage à aller le voir, surtout les documentaires, ça a de la misère à rester longtemps à l'affiche, fait que ne tardez pas trop. Et je pense vraiment qu'on en discute d'ailleurs avec elle, mais tu sais, le titre se veut choc et tout, l'imagerie aussi, le visuel a l'air est choquant parce que c'est choquant, mais c'est un film, je pense, qui peut être montré pédagogiquement là, à tous, là, dès que vous êtes en âge ado ou pour les parents. Ah, tout à fait. Je seconde. Je pense que c'est vraiment un film important à montrer à vos ados, surtout vos garçons aussi, parce que, comme il a dit, ça passe beaucoup par l'éducation pour essayer de... On ne pourra jamais complètement l'enrayer, ce phénomène-là, mais essayer de le contenir du moins. Mais non, ça a été vraiment une belle conversation, très généreuse, deux passionnés aussi. Donc, c'est intéressant aussi d'en apprendre plus sur tout le processus créatif derrière ce documentaire-là, parce que, comme vous allez entendre, c'était de longue haleine aussi comme projet. Voilà, alors sans plus attendre, voici notre entretien avec Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on s'entretient avec les deux réalisatrices du documentaire Je vous salue salope, Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Allô. D'entrée de jeu, c'est peut-être la question évidente, mais comment commencer le projet? Ça a l'air de longue haleine, mais aussi la collaboration entre vous deux, comment tout ça est arrivé? Vas-y, Léa. Bon, je vais y aller parce que ça date, hein? C'est une longue histoire. Ça fait 7 ans déjà qu'on s'intéresse au sujet. Et moi, il y a eu un élément déclencheur qui est la grève étudiante de 2012. Parce que je prenais parole publiquement, politiquement. Puis des fois, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent avec la prise de parole des femmes que des gars. Et je sentais même parfois du sexisme dans des commentaires ordinaires. Puis à un moment donné, c'est devenu des attaques et des menaces. Et là, moi, je me suis dit non, c'est inacceptable. On m'a comme dit que parler publiquement, c'est une bonne chose, que c'est important comme citoyen de prendre parole. Mais là, je sentais du sexisme, puis ça me tapait ses nerfs. Et quand j'ai eu des menaces, je me suis dit non, là, il y a quelque chose qui va pas. Puis il y avait une prise de conscience en 2015, parce que ça arrive comme ça, des prises de conscience collectives, des fois avec des mouvements sociaux, par rapport à la haine des femmes en ligne. On avait lancé un article avec plein de féministes qui s'appelait Misogynie 2.0. Je pense que c'était ça le titre. Ouais, c'était ça. Dans le Devoir, dans le journal Le Devoir, puis on en avait comme un peu le ras-le-bol de ça. Et suite à ça, je me suis dit, OK, je veux pousser cette réflexion-là. Je veux pas écrire un livre. Je veux pas faire une série télé. Je veux faire un film, parce que moi, j'ai toujours voulu faire des films. Mais à l'époque, comme ça fait des années, j'étais un enfant. Et donc, je me disais qu'il fallait que je sois je voulais travailler avec les meilleurs pour apprendre. Okay. Et donc, je suis allée voir Guylaine et Éric Ruel, Guylaine Marois, donc, qui est réalisatrice, puis qui a fait plein de films qui, moi, m'avaient marqué. Et je trouvais qu'il y avait peu de boîtes de production de documentaires qui m'interpellaient de cette façon-là. Puis je me suis dit, OK, ils ont fait God Save Justin Trudeau, Gentil, Expo 67. C'est tous des films, des excellents films avec un propos intelligent. Puis ça me rejoignait. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir Guylaine. Puis moi, quand je l'ai vu, parce que je l'avais vu en 2012, on avait sorti, nous, un film qui était Gentil or Not to Be, sur la centrale nucléaire. Donc, on se retrouvait un peu dans les mêmes milieux d'artistes engagés. Léa prenait la parole d'une manière publique. Puis moi, la première fois que je l'ai vue en train de faire un discours, je suis là, mais... Tu sais, comme elle avait 20 ans, puis elle citait Étienne de la Boétie, là, le poing dans les airs. Je disais, mais
D'où est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il est venu me voir. Je me souviens comme de la voir arriver. Là. C'était l'hiver. Puis, hey, toi, là, j'aime ça, tes films. Puis elle me dit, toi, t'es une Jedi. Puis moi aussi, je suis une Jedi. Fait qu'un jour, on va faire un film ensemble. Là, je disais, comment résister? Hein? Mais là, t'as-tu douté de mes choix cinématographiques parce que j'avais un faible pour Star Wars aussi? En fait, moi aussi, j'aime Star Wars. Ah bon? Alors, c'est pas les mêmes budgets de production. Non, c'est ça. Puis après, en fait, plus sérieusement, je veux dire, on reçoit beaucoup de demandes de collaboration. Puis on dit toujours non parce qu'on fait nos films. On est des producteurs, mais on fait nos propres films. Puis ça a été l'exception, en fait, de travailler avec Léa parce que je sentais qu'il y avait un réel intérêt pour faire un film et non pas nécessairement un reportage ou, tu sais, souvent il y a des personnalités, donc parce que, tu sais, entre-temps, là, Léa est devenue une personnalité publique, donc il y a des gens qui veulent faire des documentaires un peu d'une manière, je veux dire, des reportages. Oui. Puis, mais je sentais qu'il y avait une démarche sérieuse et, deuxièmement, que le sujet qu'elle apportait, qui est la misogynie en ligne, en fait, ça faisait partie de quelque chose qu'elle porte d'une manière pas anecdotique. Là. Donc, c'est quelque chose de profond et je savais qu'on n'allait pas rester en surface, ce qui est bien important si on veut faire un bon film. Puis si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, moi aussi, je voulais pas qu'on aille dans le reportage, puis ça aurait été facile pour nous de dire, ben, sois la porteuse de quête, parce que ça facilite un exercice de storytelling, si je peux me permettre, d'avoir quelqu'un qui narre le film. Puis on s'est dit, ben non, on va faire un film choral, mais c'est un défi supplémentaire, mais ça amène aussi de l'originalité au propos, ça amène aussi de la complexité sur le plan de la fabrication du film en montage, là, tu sais, parce que faut quand même retenir l'attention, puis c'est difficile des fois de s'attacher, mais moi, je voulais absolument pas être dans le film. Je voulais pas qu'on me voit, parce que je voulais pas qu'on associe ça à un reportage, justement. Les gens sont bien mêlés là, avec les genres. Alors, on voulait faire un film. Et est-ce que dès le départ, il y avait une volonté d'élargir ça plus loin que le Québec, d'aller rencontrer des gens d'ailleurs? Je pense que dès le départ, parce que les premiers, je veux dire, dans la recherche, ou même la recherche préalable et les manifestations, celles qui étaient connues, c'était celles qui avaient marqué l'imaginaire. C'était le Gamergate, par exemple. 2013-14, je pense. Donc... Je me souviens pas si c'était... Le Gamergate, alors tu peux peut-être expliquer... Ben, en fait, c'est Anita Sarkeesian, qui est une journaliste qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, qui est spécialisée là-dedans, en fait, et elle avait fait sur sa chaîne YouTube une série de vidéos critiquant un peu les stéréotypes dans les jeux. Okay. Les stéréotypes sexistes. Et elle a fait une série de vidéos qui avait été assez populaire, mais qui avait reçu un backlash, un ressac innommable, une violence innommable. C'était devenu même un hashtag. Et là, il y avait eu des milliers et des milliers de menaces de mort, de viol, etc. Puis ça a été un peu l'apothéose de la violence en ligne. C'est la première fois que là, on en parlait. Puis là, il y a eu d'autres gamers après qui ont vécu le même un peu... la même expérience de haine. Et ça avait la particularité d'être en groupe, ça avait la particularité d'être en ligne et aussi d'être un peu comme vraiment une misogynie complètement décomplexée. C'était comme si c'était correct d'haïr la femme pour ce qu'elle était. Puis, d'ailleurs, ça me rappelle qu'à un moment donné, j'avais écrit un article dans Châtelaine à cette époque-là sur les jeux vidéo et je m'étais fait varloper, là, mais comme intensément. Alors pourquoi? Parce qu'on dit, si tu connais pas ça, c'est pas ça. En fait, ben, ouais, mais là, moi, Grand Theft Auto, je veux dire, mon ex jouait à ça, j'ai bien vu là, qu'il y avait des femmes qui étaient tuées alors, c'est quoi, là? Je veux dire, on peut critiquer Grand Theft Auto, c'est un des jeux les plus populaires, c'était. Alors, tu sais... Puis il y avait quelque chose, en fait, c'est que c'était, en fait, les hommes qui expliquaient, là, ou les jeunes hommes qui expliquaient pourquoi ces gestes-là, c'est que c'était le dernier bastion où il n'y a pas de filles, le jeu vidéo. Puis là, comme, c'est notre safe space où on peut dire ce qu'on veut. C'est la nouvelle taverne. C'est la nouvelle taverne, exactement. Alors, non, des femmes sont en train d'investir ce dernier lieu où on peut être nous-mêmes, qu'on a la paix. Donc, ça a touché quelque chose de fort. Alors, c'est pour ça, le côté international, on savait, puis il y avait des cas qu'on a trouvés, comme en France, en Italie, puis il y en avait aussi, on a failli aller en Grande-Bretagne aussi, parce qu'il y avait d'autres cas vraiment de femmes politiciennes. Donc, on aurait pu aller, je veux dire, à un moment donné, la recherche était très vaste. On a fait une vaste recherche
pour aboutir à nos personnages. Évidemment, ça nous prenait quelqu'un au Québec. Là. Ouais. Mais même, j'ajouterais par rapport à ça, moi, j'avais l'instinct de dire, si on reste au Québec, ça va être encore banalisé, parce qu'on va se dire... Puis à l'époque, il y avait aussi Judith Lucier qui avait abandonné sa chronique à l'époque, et ça avait été banalisé, tout ça. Donc, je me disais, il faut aller ailleurs. Puis moi, j'avais aussi adopté cette stratégie-là avant, avec un projet qui s'appelle... Écoute, ça fait vraiment un siècle, là, mais la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée que j'avais co-initiée à 17 ans. Puis c'était comme une charte que le gouvernement avait adoptée, puis moi, j'avais lancé une pétition et c'était vraiment pour promouvoir la diversité corporelle écoute, ça fait longtemps, là, mais dans les cours, etc. Et je me rappelle que dans l'argumentaire, il y avait l'Italie, l'Allemagne, la France, tout le monde le fait. À quand le Québec? Et ça avait été un exercice intéressant parce que je trouvais que quand on s'appuie aussi sur les autres, sur ce genre de cause-là, ça peut aider beaucoup dans la portée. Puis aussi, de nous avoir fait dire par des gens, « c'est pas important ». OK, c'est pas important, ben on va aller chercher d'autres intervenantes dans le monde qui sont très, très crédibles. Puis là, vous allez voir que c'est important. Comme l'ex-présidente du Parlement italien, qui amène beaucoup de crédibilité. Kaya Morris, qui est représentante démocrate au Vermont, qui ne l'est plus. Donc, il y avait toute cette pensée-là. Sans faire... On n'est pas des polémistes, on fait pas un plaidoyer... Ou on fait un plaidoyer, mais on n'est pas comme des polémistes, tu vois. Alors, c'est vraiment de raconter le meilleur film qu'on pouvait faire, mais je pensais que ces personnages-là, puis on pensait ça, c'était les meilleurs porte-étendards. Oui. Puis bon, il y en a d'autres on a mis de côté. Il y a des gens qu'on a tournés, qu'on a mis de côté, parce que là, l'enjeu, c'était, est-ce que cette personne-là va subir des violences pires après? Parce que, je veux dire, il y a un après le film, là. Je veux dire, et ce film reste là aussi, tu sais, quand même. Et puis, est-ce que cette personne est capable, je veux dire, a les moyens de survivre à ça? Parce que, bon, Laura Boldrini, ça va continuer de toute façon. Je veux dire, elle est comme déterminée, elle abandonnera pas son combat. Donc, Kaya Morris, c'est autre chose, mais il y en a qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, on a aussi pensé à ça. Puis, la Québécoise qu'on suit, Laurence Gratton, qui est une jeune femme qui n'a pas tout cette... une jeune femme là, qui est une enseignante, elle était prête à 100% à assumer la suite. Okay. Puis, je veux dire, on en a beaucoup parlé avec elle. Donc, c'est pour ça qu'elle est restée aussi. Puis, c'est une histoire incroyable aussi. Mais ça a vraiment rendu plus difficile le processus de création parce que tourner à l'étranger, c'est compliqué. C'était combien de temps que vous passiez avec chacune d'elles? Pas tant que ça. Non. 2 jours. Ah oui, OK. C'est pas beaucoup. Ben, en tout cas, moi, avec Laura, toi, t'as fait moi, j'ai fait quand même 5-6 jours avec Kaya Morris. C'est ça. Vous aviez déjà un pré-questionnaire, vous aviez échangé et tout avant? Même, on les avait pré-interviewés, bien évidemment, mais moi, pour Kaya, j'étais allée la rencontrer avant pour, justement, pour la confiance. Ouais. Léa, elle était allée, je veux dire, tu as eu quand même, tu avais parlé avec Laura Boldrini, son équipe, parce que la confiance, c'est la clé, mais mettons, Laura Boldrini, là, elle a un agenda de première ministre, donc là, j'arrive là, tu sais, c'était vraiment comme compliqué d'y avoir accès, c'était pas facile comme tournage, parce que elle est intimidante aussi. Mais moi, je n'étais pas intimidée par elle. Mon chum était avec moi, d'ailleurs, puis parce qu'il était directeur de production sur ce petit tournage-là, ce gros tournage. Puis il parle italien parce qu'il est italien. Donc là, ça a aidé un peu, là, ça a aidé qu'il soit là parce que ça a créé un sentiment de confiance. Mais sincèrement, c'était difficile parce que qui sommes-nous? T'sais, on n'a pas notre réputation. En Italie, ils ne savent pas on est qui, là. Puis c'est un peu fatigant. Et c'est aussi quand tu arrives et tu dis, OK, on va vous suivre, on va vous filmer, puis ça va prendre du temps. Les gens, ils se disent, après 2 heures, c'est fini. Non. Et là, c'est difficile parce que les gens c'est intrusif, une caméra sur soi. C'est très intrusif. Donc, puis tu sais, je veux dire, Kaya Morris, par exemple, puis je veux dire, elle pourra le redire aussi, là, elle voulait abandonner à un moment donné. Là, elle n'en pouvait plus parce qu'en plus, son mari était dans des états. Il arrive beaucoup de choses. Là, donc... on le voit un peu. Alors, c'est ça. Donc, ça a été difficile de négocier ça et il a fallu vraiment, c'est comme insister, dire, regarde, là, c'est parce que c'est un problème. Puis là, je veux dire, il faut que tu aides les autres aussi. Je comprends que tu souffres. Puis c'est ça. Mais en même temps, elle est très contente du projet finalement. Maintenant, oui. Mais tu sais, c'est Guylaine qui s'est un peu divisé les tournages parce que aussi ça coûte des sous là, à aller voyager. Puis je veux dire, on n'avait pas non plus. Puis on avait déjà développé ce qu'on voulait. Puis une méthodologie.
On avait vraiment bien pré-interviewé les personnes et tout. Donc, on savait ce qu'on allait tourner. T'sais. Puis, après ça, c'est de laisser aller la réalité, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis de les suivre pour qu'il y ait quelque chose de vrai qui arrive, comme... C'est ça, le documentaire, le payoff. L'espèce de conférence de presse, ça, c'est pas une image d'archive, dans le sens... Oui, c'est une image d'archive. Ah, OK. Et elle a coûté cher, mais bon. Mais... Donc, elle vaut 1000 mots, ça veut tout dire. Oui, c'est ça. Non, mais ça. c'est comme tellement important. Mais ça, j'ai trouvé... Ça, je peux me le permettre parce qu'on est dans un balado sur le cinéma et tout, alors je vais le dire, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi d'avoir des producteurs aussi vraiment passionnés, mais comme prêts à tout pour le film. OK. Comme Guylaine était aussi productrice, puis Éric également, Ruel, qui a en partie monté le film, mais c'était vraiment comme une équipe qui valorisait le projet. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que dans d'autres projets, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient moins passionnés. Puis finalement, c'est mais qui se battaient pour toi. En fait, le film sort pas tant qu'il est pas bon. Je veux dire, Éric a passé comme 6 mois là, pour le faire lever en salle de montage, là, à juste essayer de le faire monter. Parce que c'est des défis, une quête chorale. Oui. Tu sais de quoi je parle, sur le plan d'un acte dramatique, c'est pas évident. Il faut jamais avoir l'impression de revenir en arrière. Trouver le rythme aussi, parce que trouver un rythme comme ça, c'est quand même compliqué. On a voulu aller vers un rythme plus rentre-dedans, un crescendo qui aussi est amplifié par la musique, je dirais, mais on aurait pu faire autre chose. Moi, j'aime beaucoup le documentaire d'observation, j'aime aussi quand c'est plus lent dans certaines circonstances, ou méditatif. Mais pour ce type de propos-là, il fallait absolument puncher parce que le sujet, à la base, est soporifique. Puis c'est vrai, c'est soporifique comme enjeu. Puis déjà, quand on le vendait au départ, les gens ne croyaient pas. C'est plate. C'est super plate. Moi, j'ai vu un documentaire là-dessus à Arte, là, j'ai trouvé ça hyper plate, je me suis endormie. Ça peut être... je veux pas dénigrer le travail, mais des fois, ça peut être plate. OK. Parce que c'est en ligne, Mais là, en tout cas, chapeau pour tout ce travail-là, parce que il y a vraiment comme la trame narrative que vous avez construite et avec Éric est super bien faite. Là, on dirait ça devient un suspense, mais ce qui est fou, c'est que c'est un documentaire, donc ces gens-là, leur vie est suspenseful comme ça, là, mais de manière désagréable. Là. Mais qu'est-ce qui... je sais pas, je vais trop vite des étapes, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Dans le sens, comment on... je savais que ça existait, mais ça m'a vraiment percuté de voir qu'il y a des gens qui sont aussi, pas intenses, mais tu sais, déplacés, puis amoral, là, genre, et tout. Violent, aussi violent. Exactement. Fait que, tu sais, le but du film n'est pas de donner une réponse, mais selon vous, comment on peut agir? Parce qu'on dirait qu'on est dans une situation où ne rien faire n'est peut-être pas suffisant, là. Moi, je polie ces réseaux sociaux, fait que c'est pas mon problème, mais c'est comme, j'ai une blonde, j'ai peut-être avoir des enfants, puis comment je peux préparer l'avenir un peu? Il y a tellement de solutions. Veux-tu commencer par une solution? En fait, puis on a aussi beaucoup réfléchi à ça. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'aller voir un film qui te met un problème dans la face et que tu te dis, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me roule en petite boule puis je me tire en bas du pont? Mais on a beaucoup réfléchi à ça. Puis évidemment, avec le travail que Léa fait aussi, de conscientisation, elle a fait un doctorat quand même sur la question. Donc, on a décidé de développer aussi des outils. Puis on est allé chercher... il y a un site web qui s'appelle Stop les cyberviolences, c'est ça, stoplescyberviolences.ca, je m'en souviens jamais. Stoplescyberviolences.ca, où on retrouve vraiment des outils. Il y a des capsules aussi pour les écoles secondaires. Donc, l'éducation, tu sais, on parle de solutions, l'éducation, c'est super important. Il y a un personnage de notre film, en fait, une personne dans notre film qui est Glenn Canning, qui, lui, a perdu sa fille, qui s'est suicidé à la suite d'un épisode un gros épisode de cyberharcèlement. Et lui, c'est comme... J'ai décidé que c'était l'éducation. En fait, c'est ça qui le tient en vie. C'est devenu sa cause. Et il va faire des conférences auprès des jeunes hommes. Et ce qu'il nous a dit, c'est que, il faut vraiment commencer même à 9, 10 ans. Quelque part, 12 ans, pour lui, c'est trop tard parce que ce qu'il constate, c'est que chez les jeunes garçons, la misogynie, c'est comme normalisé. Et pour tout un tas de raisons, là. Et alors, l'éducation, premièrement. Puis, on a d'autres aussi... Mais je vais aller plus loin encore avec l'éducation parce que
je pense vraiment qu'il faut encadrer la haine. Ça, c'est clair, là. Je veux dire, si on a des tribunaux, une Charte des droits et libertés au Canada qui nous protège des discours haineux, c'est parce que ça peut avoir des conséquences néfastes sur le vivre ensemble. Mais l'éducation est fondamentale pour moi, ça part de la cour d'école. La haine va toujours exister dans une cour d'école et dans le monde en général. Il va toujours avoir de la violence. On a tous une part de violence en nous, je pense. C'est comment est-ce qu'on la canalise, la haine, quand on subit des insatisfactions, des situations fâcheuses. La colère, tu sais, c'est une réaction quelque part, c'est une émotion vive. Puis je pense qu'il faut justement le plus accompagner les enfants et les jeunes sur ces questions-là pour justement canaliser ça parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas de notion de bien, bien, ils n'ont pas de notion tellement établie de bien et de mal, etc. Donc, si des adultes autour d'eux perpétuent des violences en ligne puis de la haine, ils vont répéter ça puis ils vont penser que c'est normal. Alors, il faut vraiment les prendre. Puis quand Glenn parle justement de misogynie, si autour d'eux, il y a des gens qui perpétuent la misogynie, bien, ils vont répéter ça plus tard. Puis ça va avoir des effets là, dans leur vie. Exemple, moi, tous les scandales de viol collectif que j'ai entendus cet été avec Hockey Canada, puis il y en a eu d'autres, là. Pour moi, tout ça est un tout. C'est un tout de violence qui, si on les récupère tôt puis qu'on les aide rapidement, ben on va pouvoir s'éviter des situations. On n'est pas tous, je veux dire, c'est pas non plus une chasse aux agresseurs et prédateurs potentiels. Je pense juste qu'on peut les aider pour leur dire non, ça c'est pas correct. Pourquoi? Et de sensibiliser puis d'amener les gens à voir, par exemple, un film comme ça ou autre, ça va les toucher parce qu'il y a des émotions, puis là, on va se mettre à la place de l'autre. Et on met aussi des visages à ces paroles-là. Il y a des conséquences réelles, ça brise des vies. Oui. Et c'est ça qui est quand même percutant de voir. Puis effectivement, de le montrer aux plus jeunes qu'écoute, ce que vous écrivez en ligne, ça a des répercussions. Puis j'ai une fille, une ado de 14 ans, là, fait que c'est ça que le documentaire va bien interpeller parce qu'elle arrive là-dedans, là, tu sais, fait que ça fait prendre conscience de plein de choses. Juste le fait de voir une photo, là, je veux dire, partager une photo nue de sa copine à ses amis, ça se fait pas. Puis tu vas avoir des conséquences si tu le fais. Peut-être même un casier criminel, ça se peut. On veut pas ça, pas en bas de 18 ans, mais quand même. Donc ça, je pense qu'il faut les prendre par la main, pas les ostraciser non plus. Exactement. Mais vous savez, il y a c'est l'enjeu. On a réfléchi, puis aussi la scénarisation, pour nous, c'était important, ça, mais c'est effrayant, le cyberharcèlement, etc., ce que ces femmes-là vivent, mais quel est l'enjeu? Puis là, à un moment donné, ça nous est apparu que l'enjeu, il est démocratique. C'est la perte de la liberté d'expression des femmes. Et ça, pendant qu'on faisait le film, tout à coup, ça m'est apparu plus d'une manière claire dans ma conscience. Puis j'enseignais cette année à l'UQAM. Puis il y a des jeunes femmes qui me disaient « Ah, parce que je leur parlais du film qu'on était en train de faire. Puis ils disaient « Ah, ben oui, on le sait, là. Puis moi, de toute façon, ça m'aurait tenté de faire de la politique, mais j'irai pas parce que je sais que ça vient avec le territoire, en fait. » Et ça, c'est terrible. Alors, si tu as toute une génération, ou pas juste cette génération-là, même les femmes, là, les gens qui s'en vont en politique vont y penser 2 fois. Alors, c'est toute la parole publique des femmes qui est en cause. Oui, qui est rendue silencieuse. Alors, c'est hyper important de réfléchir à ça collectivement. On veut que les gens viennent voir le film en salle, puis on va aller les voir aussi. Léa et moi, on va rencontrer les gens, puis pour la discussion, pour ramener ça à la conscience, comme tu nous disais, mon Dieu, oui, je savais, mais j'imaginais pas ça, et pour qu'on puisse passer à l'action. Ouais. Puis on a aussi, on va lancer une pétition, justement, où est-ce qu'on a réfléchi à, en fait, 2 actions concrètes. Oui. Hein? Ben oui. Tu veux que je les nomme? Ou... peut-être. On dirait que... c'est pertinent. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Donc, dans le fond, il y a une première revendication qui est au gouvernement du Québec de demander plus de formation de la part des policiers parce que quand ils reçoivent les plaintes, des fois, les policiers sont... pas très outillés pour comprendre l'enjeu. Donc, il y a encore banalisation. Puis quand on porte plainte, on ne veut pas se faire comme diminuer dans ce qu'on fait. On veut être reçu avec dignité, respect, etc. Donc, ça serait nécessaire de sensibiliser les policiers à ça.
parce que c'est là l'une des premières voies quand tu es victime, ben il faut que tu portes plainte à la police si tu veux qu'il y ait justement, disons, une punition. Et c'est important de le faire, je pense, dans certains cas, parce qu'il faut éviter ça. Et notre deuxième revendication, elle s'adresse plutôt au gouvernement fédéral, donc notre cher gouvernement Trudeau. Alors, il y a en Allemagne une mesure très intéressante, une loi qui a été adoptée, une législation qui demande à Facebook, en fait, qui exige de Facebook, s'il y a un propos haineux qui est diffusé en ligne, de le retirer, sous peine d'une amende de 50 millions d'euros. Okay. Alors, c'est sûr que c'est difficile à appliquer, mais c'est une première mesure qui est très intéressante. Donc, nous, on pense que la loi sur les crimes haineux qui a été adoptée par Trudeau et le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, l'ancien ministre du Patrimoine, n'est pas assez ferme. Alors, il faut que les GAFAM agissent et réagissent parce que ils ont du sang sur les mains. Là. Ben, c'est clair. Moi, juste la petite fille là, qui raconte qu'elle reçoit des photos comme ça sur son compte Instagram non sollicité. Ouais. C'est impensable qu'une mineure puisse recevoir ça puis qu'il n'y ait personne qui fait rien dans ces compagnies-là, alors qu'ils ont les outils. Là, ils pourraient carrément barrer des trucs, empêcher, mais... Donc, certainement, ils il faut se certainement mettent assez de profit pour faire quelque chose. Est-ce que ça a été compliqué? Il y a la sœur de Mark Zuckerberg, j'oublie son prénom. Est-ce que ça a été... Donna. Est-ce qu'elle a fait des sorties publiques un peu comme ça? Elle n'est pas contre tout ce que son frère fait, mais elle trouve que ça manque un peu d'encadrement. Elle est très discrète, en fait. Elle a sorti un livre qui s'appelle... Not Only Dead White Men. Oui, Not Only Dead White Men, Misogyny in the Digital Age. Anyway, elle a fait ce livre-là. Et on était dans un bon timing parce qu'elle est extrêmement discrète. Elle n'a pas fait beaucoup d'entrevues. Elle n'a jamais participé à un documentaire. Et puis, quand elle a vu, je pense qu'elle a, notre démarche, celle-là, comme... on est arrivé... Je pense que le timing devait être hyper bon parce que je sais qu'il y a des journalistes qui essaient d'y parler, puis... c'est silence radio. Mais oui, hein? Oui, ben oui. Ah. Alors, tu vois, c'était dans... c'est les étoiles. C'était tracé dans le ciel. On était aussi très convaincus. On lâchait pas le morceau parce que, tu sais, mettons, juste Kaya, ça a été difficile à rejoindre. Oui. Avant ça, on voulait avoir Patricia Cullors qui avait lancé Black Lives Matter, qui est une leader afro-américaine super chouette, mais après des semaines et des semaines de courriel, pas de réponse. Bon, on a abandonné, mais finalement, Kaya est apparue sur notre chemin. Puis, je sais pas, comment que c'est arrivé, ça, d'ailleurs? Je me rappelle plus. Mais Kaya, c'est vraiment... On avait vu comme... tu sais, je veux dire, vive Google, quelque part. Je veux dire, parce que, évidemment, tu peux tomber, tu sais, en faisant cyberharcèlement ou, tu sais... menaces, tout ça. Donc, des mots-clés, tu peux tomber sur un journal au Vermont qui relate quelque chose, tu comprends? Donc, ça n'avait pas fait les médias nationaux aux États-Unis. J'imagine, pour des raisons... je pense qu'aux États-Unis, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir que la misogynie et le racisme en est à un point tel, tu sais, qu'une élue doit démissionner. Surtout dans un État plus progressiste. C'est quand même le Vermont, on n'est pas en Indiane et en Géorgie, là. Fait que moi, c'est ça qui m'a frappé. Alors, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. On a trouvé son numéro de téléphone, puis son email, puis on a réussi à rentrer en contact. Et elle n'était pas sûre, donc c'est pour ça que j'ai fait le trajet, juste pour aller lui parler. C'est vrai, puis là, on était comme, fallait y aller. Oui, il fallait y aller. Pour que ça marche. Hein. Ouais. Je reviens sur autre chose. Le titre du film, est-ce que vous avez hésité avec ça? C'est quand même très choc. Est-ce que ça peut plus faire peur ou je sais pas? On a hésité pendant 1 an. OK. On a hésité, puis avant ça, on savait pas quel titre donner. Puis pendant très, très longtemps, ça a été un peu sur la glace, le titre. Et c'est une idée de Guylaine et c'est une excellente idée, moi, je trouve. C'est drôle parce que tu sais, on avait plein de titres, hein? Puis même à un moment donné, j'ai pris des amis qui ont des plumes extraordinaires, là, tu sais, je veux dire, des journalistes connus ou des gens qui... Puis, brainstorm, des pages, une page de bons titres, tu sais. Puis, il n'y avait rien qui le faisait. Puis, à un moment donné, j'étais avec Eric dans un restaurant, puis je dis, ça nous prend une élévation cinématographique. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai eu en tête un film de Godard, Je vous salue Marie, parce que je voulais comme, il y a quelque chose de religieux peut-être. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ce... vous êtes des cinéphiles. C'est pas son meilleur film à Godard, mais c'est... Donc, Je vous salue Marie. Puis là, j'ai dit, je vous salue. Puis là, Eric, il dit, salope. Donc, alors là, on s'est dit, oh my God. Et là, on en parlait aux gens. Non,
Vous êtes malade, non. Puis là, Aléa, oui! C'est ça! Ben, moi, j'aime beaucoup Moi, j'adore les titres. J'adore trouver les titres. J'aime les titres excellente dans les poétiques. titres. Ouais. J'aime poétique, edgy. J'adore ça, comme trouver des titres. Puis là, j'étais comme, ça nous prend quelque chose de fort. Puis au départ, c'était Backlash. Puis comme en anglais, ça va, mais en français, il fallait quelque chose. Puis j'adore ça. Oui, moi, en France, là, j'ai commencé à dire Backlash. Puis Backlash, ça veut dire quoi? Backlash, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas du tout. Là, j'étais comme, pour vrai, là, vous êtes illettré de l'anglais, ça marche pas. Alors bref, il fallait... J'adore les anglicismes. Ah non, c'est ça. Mais j'étais comme, comment tu peux pas savoir? Mais celui-là, c'est pas rendu. Non, c'est ça. Et c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé ça, j'ai aimé d'instinct, mais plein de gens autour de nous n'aimaient pas du tout. Et trouvaient ça provocateur. Puis j'avais même, au début, j'avais peur de le dire. Puis là, à un moment donné, je l'ai dit en entrevue à genre Franco Novo. Puis il y a quand même eu des critiques de cinéma. Donc là, je me suis dit, je vais le tester avec Franco. Puis là, il a fait... Ah, c'est vraiment bon. Puis là, j'étais comme, mais je l'aime, le titre. Là, c'est comme, tu sais, quand tu portes un habit mode très extravagant. Faut que tu l'assumes. Faut pas que tu te caches derrière. Ça va paraître, Non, c'est ça. Faut que tu fasses. Écoute, c'est comme l'affiche. L'affiche, d'ailleurs, c'est vraiment l'œuvre d'Alice, qui est une designer avec qui on travaille, qui est assez formidable, une artiste. Puis là, moi, quand j'ai vu l'affiche, j'étais choquée. J'ai été choquée, j'ai été troublée, mais je me suis dit non, il y a une proposition qui est intéressante. On sort de l'esthétisme en vogue du temps. C'est une identité forte qui... Je trouvais ça intéressant, finalement, même si, bon, je veux dire, j'étais visuellement un peu choquée moi-même, là, mais finalement, je suis très contente de tout ça. Ouais. Je me souviens d'avoir vu le standee à Ciné-Québec. Oui. C'était comme dans le corridor, puis j'étais là, tu sais, comme au loin, genre... C'est un film d'horreur comme qu'il va avoir bientôt, quelque chose comme ça. Puis, Ça, c'est d'où le tagline. En fait, l'affiche découle du tagline, plus c'est quand la vraie vie est un film d'horreur, tu sais. Oui, exact. Voilà. On va devoir s'arrêter là-dessus parce que votre horaire du temps est chargé. Merci beaucoup, Léa et Guylaine, d'être venus. Merci à vous. Et merci pour cette œuvre vraiment nécessaire et que tous les jeunes doivent voir, honnêtement. Là. Ben merci. Puis on invite les gens à venir le voir le plus possible parce qu'il faut chérir notre cinéma. Oui, puis aussi, en fait, dans les prochaines semaines, je ne sais pas votre podcast quand est-ce qu'il va être diffusé, mais on va être dans les cinémas pour rencontrer les gens aussi. Excellent. Parfait.